Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre deuxième webinaire Printemps des rivières. Celui-ci sera consacré sur une deuxième rivière de l'Ain. Après avoir vu la plus longue rivière de l'Ain, la Ressouze, on voit cette fois-ci une rivière mi-jurassienne, mi-indinoise, le Suran. Donc, je suis Anaïs, une des volontaires service civique de FNE1 et je suis accompagnée d'une des présidentes et bénévoles FNE1, Clémence Durochat, et une des bénévoles FNE1 et particulièrement du Printemps des rivières, Cécile. Nous sommes avec Alexandre Lafleur, directeur technique adjoint du SR3A, le syndicat de la rivière d'Ain, Aval et ses affluents. Le webinaire sera sous forme de questions-réponses entre Alexandre et moi-même sur différents thèmes qui concernent le Suran. Donc, vous pouvez poser vos questions en direct, en commentaire sous cette vidéo, ou bien dans la catégorie questions-réponses pour les spectateurs Zoom. Clémence et Cécile s'occuperont de prendre les questions à la fin de chaque thème. Donc, pour le programme de ce webinaire, on fera une petite introduction. Ensuite, Alexandre présentera le syndicat SR3A. Ensuite, on verra les enjeux principaux du bassin versant du Suran pour avoir une vision globale des problématiques du territoire, puisque toutes les thématiques sont liées entre elles comme on est face à un écosystème. Ensuite, pour une meilleure compréhension des problématiques qui touchent le Suran, nous découperons chaque thème pour en faire une explication bien détaillée. Donc, avec d'abord l'hydromorphologie, ensuite les zones humides, la gestion quantitative de la ressource en eau, donc ce qui concerne les sécheresses et les crues, la biodiversité, puis les pollutions. Après avoir vu tous ces thèmes, nous aborderons de manière globale le rôle que le citoyen peut jouer à son échelle pour la protection des rivières. Et enfin, on terminera par une conclusion sur les actions d'FNE1. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le programme Printemps des rivières qu'on a lancé depuis le début du mois de juin. Ce projet a pour objectif de sensibiliser les habitants aux rivières qui coulent près de chez eux avec une approche technique visant à faire comprendre les problématiques qui touchent les rivières, une approche philo-poétique et une approche citoyenne. Nos webinaires Printemps des rivières s'inscrivent donc dans l'approche technique afin de vous permettre de mieux connaître les rivières de l'Ain. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à une deuxième rivière du département, le Suran. Pour faire une brève présentation du Suran, il commence donc sa vie dans le Jura, en prenant sa source à Loisia et il rejoint ensuite le département de l'Ain en y terminant son parcours à Vinrambon en confluant avec la rivière d'Ain. De manière générale, les rivières sont des victimes directes des activités humaines et leur état global est alarmant. Mais de manière individuelle, chacune est touchée de façon différente. Une rivière sur un bassin versant urbain n'aura pas les mêmes problématiques qu'une rivière sur un bassin versant rural. Et deux rivières sur un même territoire peuvent avoir des problématiques complètement différentes. Si parmi vous, certains ont regardé le webinaire sur la Ressouze, vous constaterez que les problématiques du Suran sont très différentes. Mais avant de voir les problématiques qui touchent le Suran, je vais donc laisser la parole à Alexandre pour nous présenter l'acteur qui a la charge de cette rivière, son syndicat, le SR3A. Bonjour, du coup Alexandre Lafleur, je suis directeur technique adjoint du SR3A. Le SR3A, c'est un nouveau syndicat, nouveau puisqu'il est né en 2018, mais en fait avec des héritages très marqués puisqu'on est le résultat d'une fusion entre trois syndicats existants, celui du Suran qui s'appelait le SMISA, celui de l'Albarine qui s'appelait le SIABA, celui de la basse vallée de l'Ain, le SBVA, et puis, il y a un quatrième syndicat qui a eu plusieurs passages avant d'arriver chez nous, puisque c'est HBA, au budget agglomération, qui nous a délégué sa compétence et le personnel qui y était attaché. Donc, le SR3A aujourd'hui, c'est 1700 km² de territoire, une toute petite partie dans le département du Jura et la majorité dans le département de l'Ain. On gère actuellement 1300 km de cours d'eau pérennes et ça représente un bassin de vie, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment un bassin de vie, mais une population de 150 000 personnes dans le périmètre du SR3A. Donc on est né en 2018 de la création de la compétence GEMAPI, une évolution administrative issue de la modernisation, de la loi de modernisation de l'action publique et des territoires, donc MAPTAM. Qu'est-ce que ça change pour le citoyen? Aujourd'hui, depuis la création de cette compétence, une fiscalité est née, donc on a une base d'imposition qui est directement versée à l'entretien et à la gestion des cours d'eau sur son territoire. Et une petite modification, avant nous étions des syndicats où les membres étaient des communes, aujourd'hui ce ne sont que des intercommunalités. D'accord.
Donc, je vous propose maintenant de passer au Suran, avec d'abord ces enjeux principaux. Donc, Alexandre, quels sont les enjeux principaux sur le territoire du bassin versant du Suran? Alors, les enjeux, il y en a plusieurs. C'est à la différence du premier webinaire sur la Ressouze, ici, on est plutôt sur un territoire très rural. Donc, il y a eu une évolution marquée par l'empreinte avant tout agricole, entre autres issue l'enjeu, c'est les héritages des travaux de modernisation de l'agriculture. Donc, dans les années 50, sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les travaux de rectification et de modernisation, en fait, principalement de modernisation de l'agriculture et la mécanisation des parcelles riveraines. Donc, on y reviendra plus tard, mais c'était avant tout dans un contexte de nourrir la France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, donc augmenter les rendements. Et pour ça, il fallait faire des travaux conséquents pour essorer et pouvoir mécaniser avant tout l'agriculture. Et le deuxième enjeu, c'est un héritage encore plus ancien, c'est la fragmentation de la continuité. Donc, on a un cours d'eau qui est marqué par la présence de nombreux moulins, et là, on se rapproche plutôt des enjeux de la Ressouze, puisque le Suran, aujourd'hui, compte 42 ouvrages pour un peu moins de 80 km de cours d'eau. Donc, on a un seuil en moyenne tous les kilomètres 800, un barrage de moulins. Et malgré le fait que dans les 30 glorieuses, dans les années 50 à 90, on en ait enlevé plusieurs. Les autres enjeux qui sont plus ou moins liés, il y a la gestion quantitative de la ressource, et principalement chez nous, l'enjeu se situe à la période d'été, donc à l'étiage, avec des températures de cours d'eau qui sont très importantes, bien supérieures à ce qu'elles devraient être naturellement. D'accord. Voilà pour moi les enjeux. Du coup, on va commencer par la première que vous nous avez mentionnée, l'hydromorphologie. Du coup, dans quel état hydromorphologique se trouve le Suran et quels sont les impacts de cet état hydromorphologique? Alors l'hydromorphologie, vous avez mis une définition, hein, on parle de la physique, c'est-à-dire qu'on parle du lit et des berges du cours d'eau. Actuellement, sur le Suran, il est allé dans un état très mauvais, c'est très dégradé, donc c'est le principal enjeu du bassin versant. Et pourquoi c'est très dégradé? C'est qu'on a parlé des travaux de modernisation de l'agriculture, ces travaux ont consisté notamment à couper des virages de rivières pour pouvoir faire couler l'eau plus rapidement. Donc là, vous avez des illustrations. Vous avez par exemple le cas à Val-sur-An, une nouvelle commune, donc Saint-Julien, pour ceux qui connaissent, dans la tête de bassin versant. Le tracé en bleu ou violet est celui de 1953 et celui en jaune dessous, beaucoup plus linéaire, beaucoup plus rectiligne, est celui de 2020. Donc sur ce secteur-là, par exemple, sur un secteur d'environ 3 km aujourd'hui, on était en 1953 à un linéaire de 4 km, 4 km 3. Donc on a une perte importante de linéaire. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre des écoulements beaucoup plus rapides de l'eau. 50 ans après, ça engendre aussi un enfoncement et du coup tout ce qui va avec, c'est-à-dire une nappe qui descend, une banalisation du fond puisque les cailloux ne peuvent plus tenir avec les puissances érosives et du coup, in fine, une perte de biodiversité et un appauvrissement général de la qualité écologique du milieu. Là, vous avez un autre cas sur des travaux qu'on va réaliser prochainement. C'est un cas à Loisia, donc c'est à la tête de bassin. On est à 2 km, un peu moins de 2 km de la source, même plutôt 1 km de la source. Et là, vous avez plusieurs tracés. Vous avez sur le dernier tronçon, vous avez le village de Loisia qu'on aperçoit, et vous avez le même phénomène, hein, c'est-à-dire des coupures de méandres. Le tracé en blanc est plutôt celui de 1935. Dessous, vous avez en bleu ciel, plutôt tirant sur le vert, celui de 1953, et en bleu ciel plutôt bleu, celui d'aujourd'hui, qui est né en 1962 sur cette partie. Donc voilà, mêmes effets, mêmes résultats avec une banalisation. Donc pour répondre à votre question, l'état actuel est très mauvais et on met en place des actions de restauration.
D'accord. Et du coup, quelles sont les causes de cet état si dégradé et surtout les activités qui menacent cet état hydromorphologique? Alors, en activité, on n'en a plus tellement, hein, quoi. On a toujours l'agriculture qui est sur les bords, mais on ne peut pas dire que l'agriculture soit directement responsable de la dégradation actuelle. Aujourd'hui, on est plutôt sur, on paye l'investissement des travaux d'État. Donc là, je vous ai mis par exemple en illustration des profils réalisés par les ponts et chaussées, donc ex DDE, ex DDT, donc pour vous montrer que ces travaux étaient initiés avant tout par l'État, hein. C'était un accompagnement dans le cadre du plan Marshall, entre autres. Et vous voyez qu'on avait une vision très géométrique du cours d'eau, c'est-à-dire qu'on regardait avant tout la capacité hydraulique, c'est-à-dire faire passer des crues. Ici, on parlait plutôt de crues décennales, c'est-à-dire qu'on avait la volonté de faire passer une crue qui a une fréquence à 10 ans, de retour de 10 ans, dans le gabarit du cours d'eau. Donc on l'élargissait, on l'approfondissait, et ainsi on envisageait qu'il bougeait moins. Donc effectivement, il a moins bougé sur les côtés, mais aujourd'hui, il bouge beaucoup sur le fond, ce qui engendre aussi d'autres problèmes. C'est entre autres le maintien des ouvrages, de tous les ouvrages qui sont sur le cours d'eau, principalement, alors pour la collectivité, ce qui va possiblement coûter très cher, ce seront les ponts. On a 110-120 ponts de toute taille sur le Suran. Donc, vous imaginez que 120 ouvrages à restaurer engendreront des coûts pour la collectivité très, très importants. Quand je parle de collectivité, c'est la société, hein. Voilà. Et là, je vous ai mis à titre d'exemple des profils en long, c'est-à-dire qu'on prend des points au fond du lit et on regarde comment ils évoluent, et vous avez plusieurs dates. En rouge, ça doit être ceux de 1962. On a donc recalibré. Vous avez en orange 1958 de mémoire, et puis en bleu celui de 2015. Vous voyez que des secteurs qui sont en rehausse, donc c'est des seuils. Les seuils, c'est des moulins. Mais globalement, la tendance est plutôt à la perte. Donc on a des enfoncements parfois de plus d'1 mètre, souvent de plus d'1 mètre, généralisés sur l'ensemble du territoire. Et la photo à droite vous montre un ouvrage qui avait été installé probablement dans les années 60. C'est une sortie de drain de parcelles qui s'est décroché puisque l'enfoncement du lit engendre une instabilité et puis une berge qui bouge quand même un petit peu, notamment qui s'effondre par le fait de l'apesanteur. Donc les matières ne tiennent plus. Avec les crues, on a souvent des marnages, donc on humidifie, on assèche, on humidifie, on assèche, et au bout d'un moment, les terres tombent. Voilà, donc vous avez tous les ouvrages qui sont instables et qui s'effondrent, et qui sont du coup un coût aussi possible pour la collectivité. D'accord. Et du coup, quelles actions sont mises en œuvre par le syndicat ou par d'autres acteurs pour améliorer cet état hydromorphologique du Suran avec ces menaces du passé, du coup? Alors, du coup, on essaye déjà d'établir un état de référence. Quel état on vise dans la restauration? Nous, c'est assez facile, hein. On sait que les grands travaux ont eu lieu entre 1900, pour schématiser, entre 1945 et les années 90. Donc, on a encore des traces. Et l'idée, c'est d'essayer de retrouver des tracés anciens. Ou alors, si on n'a pas la disponibilité foncière, parce que c'est beaucoup de négociations, c'est beaucoup de temps d'échange aussi avec les gens qui ont une activité sur les parcelles, et on est avant tout là pour servir l'intérêt général. Donc, l'agriculture est aussi un acteur du développement d'une région ou du maintien d'une région, et il faut négocier avec eux. Donc, on essaye de reméandrer les cours d'eau, on essaye de recharger les cours d'eau pour les faire remonter ou de les stabiliser. Là, sur la photo, c'est une action qui a eu lieu l'année dernière sur la commune de Louvaine, donc Val-Suran aussi, où l'agriculteur nous a fait une demande de protection de berge, et en mesure compensatoire, on a agencé, donc on a bien restauré la berge, et on a aménagé le cours d'eau sur un petit linéaire pour les habitats piscicoles. Donc vous voyez des blocs qu'on a implantés. On utilise aussi pas mal de végétaux, des souches, des arbres couchés qu'on fixe dans le fond du lit pour augmenter la rugosité et favoriser donc les érosions très localisées, des micro-habitats, et du coup des caches à poissons et
toutes les espèces aquatiques, dont les insectes qui font partie d'un cortège très important chez nous. Voilà, donc c'est les principales actions. Après, sur le Suran, on est un territoire qui est un petit peu en retard à l'échelle du SR3A pour plusieurs raisons, mais entre autres sur le besoin d'échange et de consensus. On veut pas, les élus sont fermes là-dessus. On n'est pas là pour engendrer des tensions sur le territoire. Malgré tout, elles se créent, mais on fait ça par le volontariat et du coup l'échange et la discussion. D'accord. Clémence, est-ce qu'il y a des questions sur l'hydromorphologie ou déjà des questions? Non, j'ai pas de questions pour le moment. D'accord. Bah, on va passer au deuxième gros thème du Suran, les zones humides. Donc, bah, dans quel état sont les zones humides du bassin versant du Suran? Alors, pareil, les zones humides sont. Avant, le bassin versant du Suran, le fond de vallée était une très grande zone humide. Hein. Et aujourd'hui, avec tous les travaux dont on vient d'évoquer la nature, c'est-à-dire le drainage, la rectification, on a un appauvrissement des zones humides, aussi bien en qualité, hein, on perd ce caractère hydromorphe. C'était bien là l'intérêt des travaux, c'est assécher progressivement ces parcelles pour pouvoir faire rentrer les tracteurs dans ces espaces. Mais aussi, en termes de quantité, on a des reliquats. Donc là, je vous ai mis par exemple une illustration de la plaine de Gigny, donc c'est la tête de bassin versant. On est environ à 3-4 km de la source. Le Suran coule en fond, on aperçoit un rideau d'arbres au piémont, en pied de côte du territoire. Et ce que vous voyez là, donc là en bleu clair, c'est un cours d'eau qui a été rectifié, le ruisseau sous la roche. Et puis en bleu foncé, vous avez les réseaux de drainage d'une parcelle. Donc voilà, pour vous expliquer la densité. Ce système-là a pour but d'assécher les sols et du coup une transformation quasi irrémédiable du fonctionnement des zones humides. Les zones humides, pour rappel, ont plusieurs vocations, hein, des zones d'expansion de crues, c'est-à-dire que c'est des éponges, donc quand elles sont sèches et que l'eau déborde, elles se remplissent comme une éponge, elles stockent et elles recrachent progressivement. Elles ont aussi un grand intérêt écologique, dans le sens où dès qu'il y a de l'eau, il y a beaucoup de biodiversité, et en plus sur une zone qui connaît des variations du sec à l'humide, donc potentialité de création de biodiversité. Et puis plein d'autres services à la population. Certaines fois, elles sont aussi les sites de prélèvement d'eau, AEP, etc. Ce n'est pas le cas dans le Suran, mais voilà, la zone humide a plein de rôles. Et aujourd'hui, malheureusement, sur le territoire, il nous en reste des petits bouts, des reliquats, qu'on essaye de conserver au maximum. Après, on est je pense, dans une nouvelle. Par exemple, ici, vous avez la zone humide de la Sérague, vous voyez, donc en premier plan, une zone délaissée, environ à 4000 à 6000 mètres carrés, où on trouve plein d'espèces intéressantes, le cuivre des marais, donc un papillon, le sonneur à ventre jaune, une multitude de libellules et de demoiselles. Je vous ai mis cette photo pour vous mettre en comparaison avec le fond de la petite fenêtre paysagère que l'on voit, avec une zone en herbe très bien maintenue, donc moins fouillie effectivement dans le paysage, mais beaucoup moins intéressante en termes de biodiversité. Voilà, donc on a des reliquats comme ça qu'on essaye de protéger. Après, dans la négociation, on arrive quand même à acquérir des espaces, par exemple la zone humide de Praille. Donc la gauche, c'est le cœur de la zone humide. Et ce cœur-là, je vous ai mis une photo drone. C'est où vous voyez un andin de foin, là, donc sous l'intitulé du titre. Donc ça, c'est le spot de biodiversité. Ici, vous avez une espèce patrimoniale, un papillon et une fleur patrimoniale qui est associée, donc la gentiane pneumonante et avec l'azurée des mouillères.
Voilà. Et je vous ai mis cette photo aussi pour vous montrer que souvent elles sont imbriquées au milieu de parcelles qui sont parfois drainées. Donc à droite de la photo aérienne, c'est plutôt une zone qui a été retournée, semée pour en faire un pâturage. Vous avez au milieu un cours d'eau qui est très rectiligne alors qu'il devrait être très tortueux. Et puis, je vous ai mis aussi cette photo parce qu'elle est intéressante dans les infrastructures agroécologiques. On a encore quelques haies, on a encore quelques grands arbres, mais c'est un cœur de biodiversité au milieu d'un espace très banalisé et artificialisé, quoi. Donc la zone humide a un grand intérêt, aussi petite qu'elle soit, mais c'est un cœur de notre action, le cœur de notre action avec le cours d'eau. Quelles sont les menaces concrètes qui pèsent sur les zones humides aujourd'hui? Alors la menace, c'est avant tout, en premier lieu, l'homme, avec une pression foncière. Ici, sur le fond de vallée, on est en AOP comté. Tout le monde n'est pas en comté, hein, mais on a quand même une bataille. En tout cas, la majorité est en élevage. La majorité des activités sont de l'élevage extensif. Donc, il y a une pression quand même foncière sur les zones agricoles. Et du coup, les zones humides relictuelles qui sont là sont soumises à de la pression foncière, donc parfois à du retournement de parcelles, c'est l'extrême, comme on a sur la photo. Mais ça peut être aussi de l'artificialisation pour de la construction. Alors sur le Suran, on est assez peu et heureusement concerné par les lotissements, mais c'est aussi une très grande pression à l'échelle du SR3A. On est bien plus sous pression de l'urbanisation que sous pression agricole. Voilà, il faut le dire, il n'y a pas que l'agriculture qui est menaçante pour les milieux, on est nous tous responsables dans notre façon d'habiter le territoire. Et puis la deuxième, qui est un peu plus lointaine, c'est le réchauffement climatique. Les travaux ont engendré une perte de capacité de stockage de l'eau des sols, entre autres des argiles qui disparaissent ou qui sont lessivées, donc une capacité de rétention plus faible. Et on aura bien besoin de ces zones humides-là quand on aura, selon les prévisions de Météo France, plus 1,5 degré d'ici 2050 sur notre territoire, en température moyenne. Voilà, donc tout ça fait qu'on en aura besoin directement pour l'agriculture qui aura besoin de fourrage pour alimenter ses vaches, mais aussi pour notre société pour s'alimenter en eau, puisque ça fait des réserves d'eau potable, de ressources exploitables par nos sociétés. Et du coup, quelles actions le syndicat met en œuvre pour les protéger ou d'autres acteurs et qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus de ces actions pour les préserver? Alors, sur le SR3A, c'est très variable. Moi, je vais pour le coup répondre, puisqu'on est sur le Suran, beaucoup plus sur le Suran. Vu qu'on n'en a plus beaucoup, nous, on essaye avant tout, la première chose, c'est d'informer les propriétaires de la qualité de leur territoire. Les zones humides, il y a beaucoup de perceptions négatives aussi, donc les informer de cette richesse. Et puis ensuite, on essaye on est plutôt dans la préservation, hein, soit de les acheter, soit de mettre en place des actions en partenariat avec les agriculteurs, comme là vous voyez une fauche qui a été faite sur cette zone humide de la Praille. L'agriculteur fauche régulièrement la parcelle pour la maintenir ouverte, puisqu'on a une progression des saules. Et la gentiane, la fleur qui est présente sur ce site, a besoin d'un milieu ouvert pour progresser. Donc on trouve des convergences. Et puis après, on a d'autres solutions plus interventionnistes où on cherche à bloquer des drains, donc à restaurer les capacités hydromorphes, c'est-à-dire de rétention de l'eau des sols, en bloquant les drains, en essayant d'éliminer les pressions, d'élargir la pression qui est exercée sur le territoire, sur la parcelle. Et puis après, on a une troisième action avec nos membres, les intercommunalités, qui sont toutes des collectivités porteurs de documents de planification urbaine, et du coup d'essayer de donner des prescriptions pour mieux intégrer ces milieux riches au sein du territoire, dans l'organisation du territoire, notamment pour les préserver face à la pression démographique, à la pression urbaine. Pardon. Donc voilà, les grands axes de préservation et de restauration sur ces milieux.
Est-ce que vous voyez quelque chose qu'on pourrait faire en plus pour les protéger? Euh, c'est difficile. On peut toujours faire mieux. Je pense que la zone humide va de plus en plus avoir un intérêt pour le monde agricole dans le contexte du réchauffement climatique. Donc, j'ai plutôt des perspectives, quoi. Je suis plutôt optimiste sur la préservation ou en tout cas l'acceptation, l'intégration des zones humides au sein de notre territoire et dans les systèmes d'exploitation agricole. D'accord, C'est parfaitement compatible, hein, une zone humide et en tout cas de l'élevage, il y a pas de. Autant il y a 50 ans, 60 ans, je comprends parfaitement les problèmes de maladie, d'absence de mécanisation. Le travail agricole est déjà très difficile. Si en plus on ne pouvait pas mécaniser, c'était la disparition par exemple du comté hein, sur ce secteur-là. Donc il y avait un besoin et on répondait à une demande de l'intérêt général à l'époque. Aujourd'hui, l'intérêt général a un peu évolué, les conditions géoclimatiques évoluent, donc on aura certainement une autre perception des zones humides. d'accord. Clémence, est-ce qu'il y a eu des questions sur l'hydromorphologie ou les zones humides? Non, toujours pas de questions. On est une petite quinzaine de participants, donc n'hésitez pas à poser des questions. Même voilà, si vous prenez en route ou quoi, n'hésitez pas. Alors, on va passer au prochain thème, la gestion quantitative de la ressource en eau, donc ce qui concerne les crues et les sécheresses. Alors d'abord, quel est l'état de la ressource en eau sur le bassin versant du Suran? Alors la ressource, en termes de quantité, le Suran, pour ceux qui le connaissent, ça sèche. Donc on va dire qu'en termes de ressources, il est plutôt je dirais pas en mauvaise quantité, il manque de l'eau, quoi. D'autant plus là sur cette semaine, pour vous faire un point un peu à l'ordre du jour, autant il y a 2 semaines, on avait des très beaux cours d'eau, y compris ce week-end-là, où on avait un peu des conditions favorables, c'est-à-dire un peu de beau temps, mais des nuits fraîches, des précipitations plus ou moins régulières. Donc on arrivait à avoir des cours d'eau pour la saison qui étaient très intéressants. Depuis 3 jours, là, on est sur des tendances à l'aggravation, avec des chutes très soudaines des débits, et puis un réchauffement de l'eau avec des développements algaux. Donc on voit par exemple la photo de gauche, là c'est sur Neuville-sur-Ain. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est des photos anciennes qui ont quelques années, mais on est sur le Suran qui se réchauffe avec un développement d'algues, voire des phénomènes d'eutrophisation. Donc, phénomène d'eutrophisation, c'est un mélange de eau chaude et de matière apportée, de nourriture, entre guillemets, de matière organique présente dans le cours d'eau. Donc, les matières organiques, elles viennent de quoi? Elles viennent de la décomposition des feuilles, par exemple, mais elles viennent aussi des rejets de stations d'épuration ou de systèmes épuratoires de nos maisons. Donc, nous, par notre présence sur le territoire, on apporte aussi des facteurs de dégradation des cours d'eau. Donc, pour revenir à la gestion quantitative de la ressource sur le bassin versant, on va dire que le Suran connaît des assèchements. Vous pouvez voir la photo de gauche, mais de droite, pardon. Et ces assèchements-là, en fait, sont avant tout naturels. Le Suran, on est sur un système karstique. Les premières photos que j'avais mises dans la présentation des enjeux, on voyait des bancs de roches. Donc, il s'écoule sur une roche, sur le substratum, on appelle ça. Ce substratum-là, c'est des roches calcaires. Et le calcaire est toujours faillé avec des trous, des pertes. Et le Suran s'enfonce, se met en souterrain, est aspiré par le souterrain dès lors que des débits réduisent. Donc il y a un assèchement normal, entre guillemets, chaque été, donc un assèchement chronique. Donc ça, il n'y a pas de, on va dire qu'il n'y a pas de problème, c'est un fonctionnement assez normal. On voit trace de ces assèchements dans les archives départementales des 1300. Donc dès le Moyen-Âge, on parlait déjà des assèchements sur le Suran. Et c'est marrant puisque dès cette période-là jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à très récemment, on a essayé de lutter contre ces assèchements par plusieurs façons. On a essayé de bloquer les pertes avec de la paille, avec de la chaux. On a créé aussi des systèmes de vannes, etc. Donc, vous pouvez voir encore des traces de ces opérations-là en vous promenant le long du Suran.
Ce qui est par contre pas alarmant, mais où on voit notre impact à tous humains, c'est que cette zone d'assèchement s'allonge aussi bien en temps, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus longtemps asséché. Donc là, on peut y voir des causes macro-géographiques, c'est-à-dire le réchauffement climatique, par exemple. Mais on a aussi des causes qui sont plus directes par nous, donc le prélèvement en eau sur le bassin versant. Pour notre alimentation, on consomme de plus en plus d'eau potable, donc on en soustrait au milieu naturel. On a moins de zones humides, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc on a moins de zones de rétention qui relâchent ça progressivement aux périodes d'étiage. Et puis après, on a des phénomènes de physique. C'est là où on est sur un écosystème, tout a un impact. Je vous parlais tout à l'heure d'une eau qui va plus vite, qui arrache les cailloux. Forcément, s'il y a moins de cailloux sur les trous du substratum, on augmente les capacités d'infiltration et ça sèche plus vite. Pourquoi on a des cailloux qui ne sont plus en transit dans le cours d'eau? C'est déjà des crues qui passent plus violemment puisqu'on a rectifié, on a coupé les virages, donc on a moins de zones de débordement. Il est plus encaissé, donc on maintient aussi les vitesses dans le lit du Suran. Et puis aussi, on a ce phénomène de présence de seuil qui bloque des cailloux, donc des murs en travers du cours d'eau qui bloquent les cailloux. Donc on a des stockages de cailloux derrière les barrages de moulins, mais qui ne peuvent plus passer ou qui passent en partie de l'amont vers l'aval. Et du coup, on a une disparition progressive, une extinction progressive de ces cailloux. Donc, une augmentation des failles et de la capacité d'infiltration du Suran dans le souterrain. En soi, ce phénomène-là, ce n'est pas dramatique puisque le milieu souterrain profite aussi de cette infiltration. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un milieu naturel en souterrain avec une vie, une biodiversité adaptée. Donc, bon, voilà, c'est un fait. On a des sécheresses chroniques qui ont des origines soit naturelles, soit anthropiques, humaines. Faisons avec. On ne peut pas faire grand-chose. On essaye bien de travailler sur les transports sédimentaires. Nos actions vont dans ce sens-là. On travaille aussi avec les barrages de moulins pour essayer de les aménager et de restaurer le transit sédimentaire. Par contre, sur le réchauffement climatique, on a tous notre rôle. Alors voilà, c'est pas la collectivité qui impulse, même si on a des politiques qui nous permettent d'aller dans le bon sens. Mais chaque citoyen peut aussi nous aider en faisant attention à son impact climatique, énergétique, carboné. Voilà. D'accord, donc si on comprend bien, les sécheresses ne sont pas une véritable problématique sur le bassin versant, c'est plutôt un phénomène naturel. C'est ça. Donc, et à l'inverse, le pendant qui est la crue, c'est pareil, c'est pas une problématique importante sur le bassin versant. Il existe quelques points sensibles, mais c'est pas non plus un enjeu primordial sur le Suran. D'accord. Et sur les sécheresses, quels sont les impacts de la sécheresse et je pense particulièrement à la hausse de la température de l'eau? Alors, ouais, sur les impacts, alors quand c'est complètement sec, on imagine bien que la vie aquatique est très impactée. Mais quand on est dans un phénomène naturel, on a des phénomènes bon, il y a quand même de la mortalité. Hein. Sur la photo de droite, on doit apercevoir au premier plan quelques petites taches grises. C'est certainement des poissons qui sont fait piéger. Mais les poissons et les communautés aquatiques sont souvent dans des réflexes. Donc les poissons se laissent emporter avec les derniers flux d'eau et vont dans des zones refuge, si elles existent. Mais dès lors qu'on est sur des kilomètres importants de linéaire, on a du mal à trouver des zones refuge, donc on a de la perte, on a des mortalités. Pour tout ce qui est macro-benthos, donc tous les petits insectes qui vivent dans le fond de la rivière, il y a un peu moins d'impact, même si il y en a qui sont plus sensibles. Mais globalement, la sécheresse engendre une banalisation. Là où c'est intéressant, c'est dans les là où il y a un impact réel sur les communautés, c'est le réchauffement. Quand l'eau reste comme sur la photo de gauche, elle disparaît pas complètement, donc les poissons sont toujours là, le macrobentho c'est toujours là, sauf qu'on est sur des températures complètement anormales pour un milieu tel que le Suran. Le Suran, il devrait être sur des températures moyennes de 14 à 18, 20 degrés en plein été sur les 30 jours les plus chauds. Et aujourd'hui, on a un réseau de sondes thermiques sur l'ensemble du linéaire
Et on est plutôt sur des températures sur les 30 jours les plus chauds, compris entre 26, 28, voire 30 degrés sur certains secteurs. Donc vous imaginez qu'une truite qui a une température létale située entre 20 et 21 degrés, voire un peu moins, souffre considérablement de ces températures, voire ne peut pas exister. Donc on a un appauvrissement. Le Suran, dans son système théorique, devrait être une rivière à truites à ombre, donc à espèce d'eau fraîche. Et aujourd'hui, on en a très très peu, si ce n'est celles qui sont albinées, qui sont mises pour la pratique de l'halieutisme. Mais en population sauvage, on a des petits reliquats, encore une fois, des poches de préservation, notamment à proximité des résurgences, donc là où l'eau ressort du souterrain, y compris en été. Mais sinon, on est sur un déclassement typologique. On va plutôt sur des populations de tanges, de carpes, de chevennes, beaucoup. Donc, il y a une espèce ubiquiste qu'on trouve un peu partout. Voilà, donc on a une dégradation de la biodiversité des typologies de rivières classiques ou normales sur le Suran à cause de la température de l'eau. Est-ce qu'il y a des actions qui peuvent être mises en œuvre contre les impacts de ces sécheresses, mais du coup particulièrement contre le réchauffement de l'eau? Alors, contre le réchauffement de l'eau en direct, c'est avant tout supprimer les obstacles en travers, donc les seuils de moulin, mais tous les petits barrages qu'on fait aussi. Voilà, les enfants adorent construire les petits barrages, mais dans des situations un peu critiques, comme actuellement, ça peut aussi engendrer un impact fort pour les populations. Et puis après, on a une grosse action, c'est de reconstituer des corridors boisés le long, donc replanter des arbres le long du Suran, sur les berges, pour mettre de l'ombre en fait sur le cours d'eau. Alors quand le cours d'eau est très large, comme sur la photo de gauche, ça devient compliqué, même si les arbres de haut jet jouent un rôle. Ici, on est sur une zone de gorge, donc c'est un peu moins impactant, puisque les versants, une fois que le soleil passe, protègent le cours d'eau. Mais voilà, notre action principale, c'est enlever les obstacles et reboiser les berges. Et puis après, en termes de société, on a aussi un impact. Tout ce qu'on utilise comme eau, entre autres pour la douche, sort toujours à des températures supérieures à du milieu naturel. Sur du karst, comme je vous le disais, en hiver, on est plutôt sur des 14-15 degrés. Quand ça sort des réseaux domestiques, on est probablement plus proche des 20 degrés. Donc, vous imaginez que ça engendre aussi des barrières thermiques artificielles dans les cours d'eau. D'accord. Et est-ce que vous voyez d'autres actions qui seraient nécessaires à mettre en œuvre pour aller plus loin? Alors là, pour le coup, c'est la restauration des zones humides qui serait On hyper t'entendait pas, intéressante. Anaïs. Tu avais ton micro coupé, je pense. La question, c'était est-ce qu'il y a d'autres actions à faire? Donc, je disais, les zones humides sont la restauration de zones humides ou de zones d'expansion de crues qui se rechargent et qui relarguent de l'eau à l'étiage. Apparaissent hyper intéressantes, puisque l'eau qui est relarguée progressivement est fraîche, puisqu'elle vient du sol, et du coup maintient les linéaires le plus possible au frais, le plus longtemps possible. Après, les températures, quand vous avez un été pendant 2 mois où il pleut pas, où il fait plus de 30 degrés, où les nuits sont chaudes, on aura beau faire toutes les actions, l'eau se réchauffera malgré tout, quoi. D'accord. Et du coup, sur les crues, quels sont les secteurs les plus concernés par les phénomènes de crues? Alors sur le Suran, on a très très peu de zones, comme je disais tout à l'heure. On a quelques routes, mais bon, on est assez vite protégé. Quelques maisons qui sont soumises au phénomène de crues historiques. Mais nous, le grand enjeu sur le Suran sont avant tout les ouvrages de franchissement, donc les ponts. Vous voyez la photo de gauche, par exemple, c'est le seuil de Boa avec beaucoup de bois mort qui transite et qui vient se poser et qui engendre des barrages. On appelle ça des embâcles. La photo de droite en haut, c'est le pont de Chavannes-sur-Suran. Vous voyez que le tirant d'eau, malgré 3 arches, est quand même assez haut. Il ne reste plus beaucoup d'air pour que ça passe, donc il y a des pressions importantes. Voilà, ça sont des secteurs un peu en jeu. Et où on essaye d'agir, c'est la photo par exemple de droite, en bas à droite. Donc c'est des zones d'expansion de crues. Là, on est sur la commune de Boa, Neuville-sur-Ain, les 2 communes.
où on essaye de garder des espaces de divagation, de stockage de l'eau aussi quand on est sur des phénomènes de crue. Mais pour répondre à votre question, l'enjeu principal, c'est avant tout le bois mort qui transite et qui vient se coller, caler dans les ouvrages. Donc on a, en termes d'action, de l'entretien, entre guillemets, régulier de la ripisylve, essayer d'enlever les bois morts qui pourraient être gênants dans une zone tampon, on va dire. On essaye de limiter, mais ne pas être exhaustif parce que c'est aussi des habitats très intéressants pour tout ce qui est insectes xylophages, pour tout ce qui est oiseaux, chauves-souris, chiroptères. Voilà, donc avoir une gestion raisonnée, équilibrée de ce bois mort. Et puis aussi, quand il est dans le cours d'eau, on a plutôt tendance à vouloir le laisser, puisque je vous ai dit on intégrait dans nos travaux de restauration du bois mort, des souches, des arbres. Donc on essaye des fois de les fixer, ou quand ils ne bougent pas, de les laisser, puisqu'ils génèrent, ils nous accompagnent. C'est la nature qui travaille toute seule avec le bois mort. Ils nous accompagnent dans la restauration et dans la création de micro-habitats. Donc c'est pour ça, c'est des fois difficile pour la société à comprendre qu'il y ait du bois mort dans les cours d'eau, mais on les laisse aussi parce que c'est sur le Suran, par exemple, la seule génératrice de milieux aquatiques ou de milieux de micro-habitats intéressants pour les insectes et les poissons actuellement. Donc ne soyez pas surpris dès lors que vous voyez des amas de branches au milieu d'un cours d'eau. Ça peut ne pas être très important. Je conçois que sur la photo de gauche, là, il est important d'intervenir puisqu'il y a un risque d'obstruction de l'ouvrage et du coup une mise en pression, de débordement, voire dans le pire des cas, de destruction puisque l'eau a une force considérable. Et si le pont est obstrué, ça pousse et à bout d'un moment, l'ouvrage peut casser. Voilà. Donc, notre métier, c'est aussi d'avoir une gestion raisonnée, équilibrée de ce bois mort dans les cours d'eau. Et du coup, on l'a vu pour les sécheresses, qui est un phénomène naturel. Les crues aussi. Du coup, à quoi sont dus ces phénomènes de crues pour un cours d'eau? Alors, les crues, ça fait partie du fonctionnement naturel, classique et tout à fait normal d'un cours d'eau. La crue, elle est gênante ou elle devient un risque dès lors qu'il y a un enjeu, et l'enjeu, c'est nous. C'est notre présence sur les bords de cours d'eau. Mais sinon, le cours d'eau a besoin de ça. Un cours d'eau, si on le regarde, et quelqu'un qui habite au bord du cours d'eau le sait, il évolue, son niveau d'eau évolue et c'est normal. Donc la crue, elle a ce rôle-là, c'est qu'elle engendre plusieurs bénéfices. Déjà, dans les zones d'expansion de crue, elle va alimenter par le haut les zones riveraines, les espaces riverains, les zones humides sur les côtés ou les parcelles. Elle va transiter du bois mort. Et puis, la crue, en bougeant, elle développe, c'est une énergie qui est entraînée. Faut voir ça comme le flux d'eau, c'est un flux d'énergie. Et il façonne la rivière, ce flux d'énergie. Donc la crue, elle est là aussi pour engendrer des formes dans la rivière, la faire évoluer. Donc il est intéressant et important de l'avoir. Ça nous évite de devoir travailler, d'avoir une intervention forte sur le cours d'eau. C'est un peu, pour les non-spécialistes, c'est un peu paradoxal. Je disais tout à l'heure qu'on avait de plus en plus de débit dans les cours d'eau, dans les chenaux, on la contraignait et du coup elle engendrait un surcreusement du fond. Mais là, c'est parce qu'on a un phénomène d'équilibre ou de déséquilibre engendré par une action humaine. Si la rivière est en équilibre, c'est-à-dire qu'elle a un fond assez normal, assez haut, par exemple, un cours d'eau, on dit qu'il déborde 1 à 2 fois par an. La crue morphogène, celle qui crée de la forme dans le cours d'eau, qui est intéressante, elle se passe quand elle est à plein bord. Au-delà, elle crée moins de forme. Donc nous, on cherche à avoir une crue morphogène qui se reproduit 1 à 2 fois par an. Sur le Suran, la crue morphogène, elle est quasi à chaque crue parce que le cours d'eau ne déborde plus. Et parfois sur des vitesses très très importantes, puisqu'on est sur des crues d'occurrence à 10 ans, mais qui sont contraintes, donc elle ne crée plus de forme, elle détruit complètement, elle arrache tout et elle emporte tout. Donc nous, on essaye de revenir à des situations d'équilibre où une crue moyenne, classique, annuelle ou bisannuelle, va générer des formes, des habitats,
mais ne va pas engendrer des destructions trop importantes de déséquilibre. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est compliqué, c'est technique. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer de façon plus vulgarisée. Ah, du coup, les actions que vous menez vis-à-vis des crues, quelles sont-elles concrètement? Donc, on a vu pour les impacts par rapport aux Point de vue arbres, du lit, mais ouais. sur les crues, pour respecter ce débordement de lit, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites et que vous faites? Bah alors du coup, on essaye de reconstituer des virages et puis de rehausser les fonds du lit pour augmenter la récurrence, l'occurrence de crues, c'est-à-dire qu'on essaye de favoriser les zones d'expansion de crues sur les côtés. Mais ça signifie aussi de la négociation et de la compréhension par la société d'un fonctionnement naturel d'une rivière dont la crue fait partie. C'est-à-dire qu'elle a besoin cette eau a besoin de s'épancher. Un fond de vallée, s'il est très très plat, c'est que la crue, l'eau l'a façonné. Donc on comprend en tant que spécialiste que les maisons ne doivent pas être inondées, hein, ça c'est tout à fait, c'est un préalable. Mais après les zones où on a peu de pression, peu d'activité humaine, essayer de refavoriser le débordement, un débordement maîtrisé où on peut stocker de l'eau pour ne pas aller engendrer de l'altération sur les biens et les personnes au cœur des villages, par exemple, ou sur des installations type industrie ou équipement collectif. Voilà, donc on essaye de maîtriser ces crues, même si j'aime pas trop le mot, mais en tout cas de les orienter et de les stocker du mieux possible. D'accord. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour mieux les appréhender? À faire en plus? De la sensibilisation, faire comprendre aux gens comment marche une rivière, faire accepter qu'on ne peut pas canaliser sans cesse l'eau. Et c'est accepter que effectivement les prés parfois peuvent être sous quelques centimètres voire plus d'eau, eh bien voilà, ça peut être un peu plus boueux de temps en temps. Voilà, la crue fait partie du fonctionnement naturel, donc il faut sensibiliser les gens, les accompagner dans la compréhension d'un fonctionnement d'un écosystème. Je conçois que la rivière qui coule tranquillement, paisiblement, c'est très joli et c'est très rassurant, que la crue, elle est plutôt inquiétante, mais elle est aussi dans le fonctionnement, dans l'écosystème, quoi. D'accord, Elle a son rôle, elle fait partie de ce fonctionnement-là. d'accord. Du coup, est-ce qu'il y a eu des questions ou pas, Clémence? Oui, alors on a des questions plutôt sur la thématique sécheresse et puis des questions sur les zones humides. Alors on peut les prendre peut-être en deux temps. Sur la thématique sécheresse, tu as un petit peu répondu, mais sur la question des barrages, des moulins, qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là par rapport à cette problématique de sécheresse? Et puis moi j'avais une question par rapport au ripisylve où effectivement comme tu dis, les plantations peuvent être un bon levier d'action, mais j'ai l'impression que c'est encore pas massif comme action. Donc je voulais savoir quels étaient les freins éventuels à ça. Alors, je vais répondre effectivement en deux temps. Du coup, pour les moulins, qu'est-ce qu'on peut faire? On a essayé de travailler avec les propriétaires de moulins. On a un champ des possibles assez important, hein. L'extrême, c'est l'enlèvement complet de l'ouvrage. Et puis après, on a des gradients jusqu'à des opérations un peu moins interventionnistes, intrusives, on va dire, sur l'ouvrage, parce qu'il y a aussi une question de patrimoine de la société, où on essaye de faire des passes, soit à cailloux, soit à poisson, mais qui permettent aussi de passer un peu plus de débit. Mais au-delà de ça, on n'a pas trop d'autres leviers d'intervention, puisque l'ouvrage avait ou a toujours un rôle d'hydroélectricité ou de meunerie au sein d'un village. On en a de moins en moins sur le Suran, mais voilà, il y a à minima un rôle patrimonial et d'identité du territoire qu'il faut prendre en considération. Donc, je conçois que l'arasement complet, c'est-à-dire l'enlèvement complet de l'ouvrage, soit compliqué. Mais sans ça, on ne peut pas faire grand-chose sur les retenues qui sont derrière et où l'eau est souvent
sans protection, sans arbres sur les côtés. Donc, on a des grands plans d'eau au soleil. Donc, forcément, l'eau a tendance à se réchauffer. Et le peu d'eau qui arrive à basculer par-dessus l'ouvrage coule souvent très chaude. Donc, voilà. À part l'enlèvement, il n'y a pas trop de solutions. Et pour répondre à la deuxième question, je ne sais pas si c'est assez complet, on y reviendra au besoin. Pour répondre à la deuxième question sur la ripisylve, effectivement, on a plutôt tendance à, pour l'instant, travailler sur un corridor très fin. Pourquoi? C'est que il faut concéder que la ripisylve, pour être efficace, elle soit un peu plus large. J'ai pas de minima à donner, mais dans l'idée, on est plutôt sur des linéaires actuels de 5 mètres de large, c'est-à-dire une rangée d'arbres. Si on pouvait aller sur du 2, 3, voire plus, mais à minima une quinzaine de mètres de large, ce serait plus intéressant. Sauf qu'on prend de la surface, on prend du foncier. Ce foncier, il a une valeur importante dans le système comté puisqu'il rémunère les agriculteurs. Hein, ils ont un droit à produire grâce au foncier. Et puis, il y a une question de la PAC, aussi la politique agricole commune. Tous les espaces qui étaient en arbre avant étaient enlevés de la surface agricole utile. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais c'est tellement complexe et tellement au cas par cas que j'aurais du mal à faire une généralité. Mais voilà, il y a une difficulté administrative au-delà de la difficulté technique à aller planter. Techniquement, c'est facile de planter des arbres, de reconstituer des réseaux de haies ou de corridors. C'est socialement et administrativement où là, on est un peu heurté, où on est bloqué et entre autres par la rémunération, notre système de rémunération de l'agriculture actuelle qui fait que ça bloque et on le comprend aisément. Voilà, donc nous, on essaye d'intervenir plutôt sur les petits affluents où on a un impact plus important en se disant que ça va forcément amener de l'eau un peu plus fraîche. Quant au suran, on travaille. On a fait quand même pas mal de linéaires de plantation depuis une dizaine d'années. On va recommencer. Là, on a une autorisation qui est dans les arcanes administratives actuellement en préfecture. Donc, on est avec 2 préfectures, Jura et Ain. Donc, c'est aussi une complexité administrative sur le bassin versant. Mais on devrait pouvoir intervenir à partir de 2021 sur des campagnes de plantation, d'entretien de la ripisylve et j'aime pas le terme rajeunissement, mais en tout cas de réapporter de l'entretien et sur les zones où il n'y a pas du tout de ripisylve, de la plantation. Mais encore une fois, sur le volontariat. Et on accompagne ces plantations ici d'aménagement agricole, c'est-à-dire qu'on les protège derrière des barbelés puisque les vaches aiment bien les jeunes plants. Donc, il faut qu'on les protège. Donc, ça engendre aussi un surcoût. Et puis, vu qu'on met des barrières, du coup, on limite l'accès à l'eau au bétail. Donc, on accompagne ça aussi par des aménagements de points d'eau, d'abreuvement en parcelle. Donc, soit des pompes à nez, soit les systèmes. C'est des discussions au cas par cas avec les exploitants des parcelles sur les côtés. Mais ça génère toujours un surcoût. En soi, la technique de planter un arbre n'est pas compliquée. C'est tout ce que ça accompagne autour, la négociation, le surcoût, les aménagements annexes qu'il faut amener pour convaincre. Une petite question complémentaire sur les ripisylves et puis après j'aurai des questions sur les zones humides. Quelqu'un demande comment il peut être accompagné pour savoir quelles essences planter en bord de rivière. Je ne sais pas si vous êtes amené à faire ça, le syndicat, sinon peut-être FNE1, on peut peut-être faire ça. Alors, nous, on intervient toujours dans le cadre de l'intérêt général. Donc, forcément, on répond à toutes les questions. Et si quelqu'un est volontaire, on peut même l'accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire à reproduire la ripisylve. Mais après, si quelqu'un veut le faire, nous, on est toujours aussi conseil. Donc, il y aura probablement mes coordonnées à la fin du diaporama ou alors vous pouvez les avoir par FNE1. Et du coup, on a des chargés de territoire sur chaque territoire, que ce soit sur le Suran, mais sur tous les autres que j'ai cités avant, qui peuvent vous apporter des renseignements, des conseils, voire aller jusqu'à la réalisation si ça fait partie de nos zones en jeu dans nos documents de planif. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre contact.
Et puis, on peut travailler aussi très bien avec FNE1 sur un projet commun. On travaille avec votre miroir jurassien qui est JNE, donc Jura Nature Environnement, où on fait de la plantation, alors plutôt à vocation castor, mais avec des écoles, par exemple les BTS de Montmoreau, etc. Donc voilà, tout est possible. Nous, on est très ouverts. On préfère des gens qui viennent nous chercher pour avoir de l'information qu'un passage a posteriori où on se retrouve avec des arbres à papillons, du buléia ou de la renouée qui est plantée en ripisylve en voulant bien faire, mais sur des espèces envahissantes, quoi. Voilà. Et puis, privilégier plutôt les espèces locales. Il y a des labels maintenant qui sont en création, qui existent. Donc, là, FNE1 pourra mieux répondre que moi là-dessus, sur Oui. ces labellisations. Mais, Ouais, merci. Ouais, effectivement, on est en train de lancer le déploiement de la marque végétale locale sur les départements de l'Ain. Voilà, on a quelques actions qui vont se dérouler à partir de cet automne pour pouvoir former des gens et animer cette filière de façon à rendre disponible en fait des végétaux d'origine locale. Bien, merci. Les questions sur les zones humides. Alors, il y avait la question comment on peut recréer une zone humide. Et puis, en complément, est-ce qu'il existe des moyens pour inciter la création ou la préservation des zones humides? Alors, comment recréer une zone humide, c'est tout un débat, mais il y a des zones humides dont on sait qu'elles ont atteint un seuil d'irréversibilité, c'est-à-dire qu'on ne reviendra jamais à des capacités de stockage telles qu'elles le sont naturellement. Par contre, j'ai un peu répondu tout à l'heure, en bloquant les drains, en bloquant les fossés, on sait que l'eau revient assez vite et que du coup, les particules d'argile peuvent revenir. Entre autres par la crue. Quand l'eau déborde du cours d'eau et s'épanche sur les zones humides, elle charrie, elle est souvent, vous la voyez souvent très marron, et ça veut dire que dedans, il y a des particules qui, au moment de la décrue, se déposent progressivement et donc amènent des particules d'argile qui font que le sol devient de plus en plus étanche, entre guillemets, donc avec une capacité de stockage de l'eau plus importante. On a aussi, alors sur le bassin versant du Suran, ça n'existe pas, mais des sols qu'on appelle de la tourbe, donc de la dégradation de matière végétale, qui sont des éponges très très importantes. On en a principalement plutôt sur le plateau d'Hauteville, sur notre secteur. Voilà. Donc ça, c'est comment on restaure les zones humides, c'est avant tout bloquer les drains, c'est-à-dire bloquer tous les fossés, on les comble. Et puis des fois, on a des drains souterrains, donc c'est des tuyaux qui sont implantés dans le sous-sol, c'est les retirer. Alors effectivement, pour le coup, dès lors qu'on fait ça, l'exploitation agricole devient plus compliquée. Donc on ne peut pas le faire de partout, mais quand je vous disais qu'on élargissait un peu les pressions, on diminuait la pression sur les cœurs de biodiversité, c'était aussi, on cherche sur ces zones tampons à faire ces opérations pour pouvoir soustraire de la pression et augmenter la capacité de stockage de la zone humide. Et la deuxième question, je ne me souviens plus. Comment on peut convaincre, c'est ça inciter la création et la préservation? Oui, alors inciter l'agence de l'eau, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une structure qui collecte qui est basée sur le principe du pollueur-payeur ou préleveur-payeur. Donc, à partir du moment où vous utilisez de l'eau, nous, tout à chacun, si vous regardez vos factures d'eau, vous êtes prélevé par agence de l'eau. Et cette agence collecte cet impôt et le redistribue à des structures de gestion des milieux aquatiques, dont nous. Actuellement, vous pouvez taper Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, il y en a 6 en France. Nous, on est sous le Rhône-Méditerranée et Corse. Et cette agence, par des subventions ou par des appels à projets, met de l'argent pour nous aider à faire des opérations sur les milieux aquatiques. Et actuellement, pourquoi je parle d'eux, c'est qu'ils lancent une opération qui s'appelle le PSE, donc c'est prime pour services environnementaux. Et pour l'instant, sur le Suran, on l'a pas encore, on n'est pas un bassin prioritaire là-dessus,
mais j'espère bien pouvoir le faire prochainement. On va accompagner, l'idée c'est d'accompagner les acteurs du territoire, donc les agriculteurs, en les rémunérant sur leurs pratiques vertueuses pour augmenter les capacités hydromorphiques des sols. Donc, on les aide dans les contraintes que ça génère les milieux naturels. On les aide, on les subventionne pour les aider dans leurs pratiques et les surcoûts que ça engendrerait. Voilà, donc ça, c'est un système pour inciter. Sinon, nous, en tant que collectivité, en direct, l'incitation, elle peut aussi passer par l'acquisition de parcelles de zones humides. Donc, on achète, on fait évaluer par les domaines et on propose les prix d'acquisition. Donc, voilà, c'est une autre stratégie, mais encore une fois, tant que la personne n'est pas volontaire, c'est difficile de convaincre. Hein. On est sur des héritages l'agriculture, c'est un métier de transmission générationnelle, donc il faut aussi accepter, de restaurer des zones humides, c'est un grand changement dans l'activité agricole. On leur demande un effort important. Quand on connaît bien sa parcelle et qu'on dit bon, bah, on fait un reset et puis on repart à zéro, bah, c'est toujours très déstabilisant dans chaque métier. Mais là, particulièrement, et sur un métier qui est en tension, où ils ont aussi une difficulté à vivre de leur production, pas tous, mais certains, la majorité. Voilà, donc il faut aussi comprendre ça. Et puis, c'est un métier particulier, l'agriculture, parce que c'est un métier qui se voit et où on se critique. Alors, il faut toujours quelqu'un de plus courageux que les autres, puisque bah, autant dans une usine, on est fermé derrière des murs, donc on ne voit pas comment on produit, on voit que le résultat final. L'agriculteur, il est sans cesse examiné par ses concurrents, qui sont ses voisins. Donc, un chardon de trop dans une parcelle, ça peut vite être perçu comme trop de biodiversité, trop écolo. Voilà, c'est des critiques qu'on entend. Hein. Donc, il faut avoir le courage de passer, mais et ça, on doit les accompagner là-dessus, on doit expliquer pourquoi on fait ça et trouver des moteurs, quoi. Voilà. Donc c'est aussi ça notre incitation, c'est accompagner au changement. C'est le rôle de la collectivité, à mon sens. Merci. J'ai encore 2 questions qui sont arrivées. Ouais. Sur les ripisylves, votre avis sur la non-intervention comme technique de gestion? Et puis une autre question technique, selon les dernières études, il semblerait que les embâcles les plus problématiques pour les inondations soient constitués d'arbres vivants et non d'arbres morts ou sénescents. Les ripisylves, l'avez-vous constaté aussi? Alors, sur la non-intervention comme moyen de gestion, oui, c'est notre premier. Ça plaît beaucoup à nos élus aussi parce que ça coûte pas cher. Mais par contre, on ne peut pas se le permettre. Je vous parlais de zones tampons en amont des ponts. Il y a des endroits où, clairement, si on ne veut pas se retrouver comme la photo de gauche, il va falloir qu'on intervienne. Mais à nous de délimiter aussi dans les fonctionnements ces zones tampons. Après, pour le reste, comme je vous disais tout à l'heure, un arbre qui tombe, en soi, il crée plutôt des externalités positives que négatives, puisqu'il va créer de l'habitat s'il tombe dans la rivière, etc. Il représente un danger pour les pratiquants, entre autres, par exemple, de la pêche. Un arbre qui tombe peut blesser ou tuer un pêcheur. Voilà, bon, c'est aléatoire, c'est les risques, mais est-ce que la collectivité accepte voilà. Mais ça me fait penser aussi, sur la ripisylve et sur la non-intervention, que la collectivité, elle intervient dans le cadre de l'intérêt général et qu'elle intervient que si et seulement si le propriétaire est défaillant. Chaque propriétaire de parcelle est dans le devoir d'entretenir la ripisylve. Nous, on n'intervient que si ça n'est pas fait. Donc la non-intervention, elle doit s'appliquer avant tout au propriétaire avant d'être appliquée à la collectivité. Voilà, je ne sais pas si c'est compréhensible, mais administrativement, en France, le devoir d'entretien, il relève de la propriété foncière. Donc, si vous êtes propriétaire de bord de cours d'eau, c'est à vous d'entretenir votre ripisylve. Si vous ne le faites pas, la collectivité intervient. Et il faut savoir que pour l'instant, ça ne se passe pas comme ça. On ne fait pas payer, mais la collectivité serait en droit de faire payer chaque propriétaire de son intervention.
Mais dans le cadre de l'intérêt général, pour la qualité de nos milieux, on n'est pas dans une démarche de demande de paiement. Par contre, un arbre très dangereux, isolé, qui ne fait pas partie de nos secteurs d'intervention, on pourrait mobiliser les élus, les maires entre autres, avec des mises en demeure de coupe ou d'entretien, qui, si elles ne sont pas faites, on intervient et là on demande un paiement intégral de la facture. Pour l'instant, moi, à ma connaissance, on ne l'a jamais fait sur notre secteur, sur le bassin versant du Suran, puisque la ripisylve est dans un tel état dégradé que pour l'instant on intervient systématiquement et gratuitement dans le cadre de l'intérêt général pour la qualité des milieux la qualité écologique des milieux. Et la deuxième question, alors je serais intéressé par les études. Moi, je n'ai pas vraiment constaté. Je conçois qu'un arbre vivant est plus impactant puisqu'il a, entre autres, le feuillage, il a plus de branches, donc forcément, il a plus de surface de colmatage. Après, je peux vous dire que le tas qui est sur la photo de gauche, c'est que des arbres morts ou en très grosse majorité, et ils génèrent quand même beaucoup de problèmes d'obstruction dans les obstacles, dans les ouvrages. Donc oui, je conçois que l'arbre vivant génère peut-être plus de perturbations. Après, je n'ai pas les données de l'étude, donc à critiquer comme ça, je ne sais pas. Et en termes d'observation, d'empirisme de notre côté, moi, je n'ai pas plus observé de gènes sur un arbre vivant que sur un arbre mort, dans les ponts en tout cas, mais on a beaucoup plus de bois mort que de bois vivant. Voilà, je botte un peu en touche. Merci. Bah, du coup, on peut passer au prochain thème qui est la biodiversité. On en a un peu parlé du coup là avec la ripisylve qui fait partie de la biodiversité. D'abord, quelles sont les espèces particulièrement menacées sur le bassin versant, que ce soit les espèces faunistiques ou floristiques? Alors, on a une liste exhaustive de menaces. En premier lieu, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour nous ce qui nous concerne, les espèces aquatiques, hein, tous les insectes qui sont difficilement visibles, mais on a des dégradations, toutes les populations de poissons qui sont dans un glissement typologique, comme j'expliquais tout à l'heure, et puis après, vous avez toutes les espèces invasives. Alors là, je vous en ai mis qu'une qui est en bas à gauche, hein, la perche soleil, par exemple, qu'on retrouve de plus en plus dans le Suran. Une espèce plutôt tropicale qui aime les eaux chaudes, donc voilà un indicateur aussi. Et puis on a, alors je vous ai mis une photo en haut à gauche qui est d'une écrevisse à pattes blanches, donc une espèce autochtone hein, de chez nous, une écrevisse européenne, et pour le coup qui est soumise à des fortes pressions de ses congénères exotiques, américaines principalement. Donc on a sur le Suran, celle la plus connue, c'est l'écrevisse de Californie, Pacifique, Passipastacus, donc une écrevisse qui est globalement 2 fois plus grosse, hyper agressive, qui a une capacité à se déplacer aussi en milieu terrestre. Voilà, donc qui colonise, qui est en plus porteuse d'un champignon, la peste, donc qui contamine les espèces autochtones. Voilà, donc qui détruit toutes ces espèces. Donc l'écrevisse à pattes blanches est une espèce en danger sur tous les cours d'eau du secteur. Et puis je vous ai mis à droite, un arbre rongé, donc le castor, qui pour le coup est une espèce très intéressante, qui était une espèce disparue, qui est recolonisée par le Rhône et qui est présente sur le Suran sur l'intégralité de son parcours. Alors, elle n'est pas du tout en danger, elle est plutôt en expansion chez nous, hein, même si elle est encore trop souvent écrasée, elle est trop souvent déconsidérée aussi. Elle fait forcément tomber les individus font tomber des gros arbres, mais il faut savoir que le castor, s'il fait tomber des gros arbres, il est aussi feignant que nous. Il préférerait faire tomber des petits arbres pour se nourrir. S'il fait tomber des gros arbres, c'est qu'il n'a pas d'autres aliments, donc il va chercher les gros arbres pour le feuillage, parce qu'il s'alimente par le feuillage, et en hiver par l'écorce. Donc ça lui demande énormément de travail, énormément de dépenses énergétiques. Et du coup, c'est aussi un indicateur, les gros arbres qui tombent, c'est aussi un indicateur de l'absence d'une partie de la ripisylve, tous les petits arbustes, les saules, entre autres, qui sont nécessaires à son alimentation. Voilà, donc là, je vous en ai ciblé quelques-unes.
Ça me permet aussi de vous présenter un travail qu'on a en cours là, sur la définition des trames turquoises. On connaissait la trame verte, on connaissait la trame bleue. Là, on a créé une nouvelle trame. C'est pas nous, le SR3A, c'est l'agence de l'eau qui se lance là-dessus. Et c'est d'identifier des zones de cœur de biodiversité, de transition entre ces cœurs de biodiversité à maintenir, donc sur des espèces qui sont liées à l'eau. Et nous, on travaille sur un cortège de 8 espèces dont on vous fera part prochainement, hein, soit par l'intermédiaire de nos partenaires, entre autres FNE1, et toutes les associations naturalistes. Et puis, après, on diffusera aussi plus largement ces résultats. Pour l'instant, on est vraiment sur du travail. On est en train de simuler. Donc, on, on vous rendra ces simulations prochainement, d'ici l'année prochaine. Et puis, on mettra en place un plan d'action pour restaurer ces continuités, etc. Donc, c'est un petit teasing, mais on est sur une étude de grande ampleur avec un gros accompagnement financier par nos différents partenaires, l'agence de l'eau entre autres, mais les départements, les régions. Et on est vraiment sur un axe de biodiversité. Tout le monde a conscience que maintenant, on ne peut plus travailler exclusivement sur les cours d'eau, mais qu'il faut voir plus large, et entre autres la biodiversité qui est très mise à mal ces dernières années. D'accord, donc les menaces qui pèsent sur la biodiversité, puis là j'entends toute la biodiversité, pas seulement les espèces particulièrement fragiles. On les a un peu toutes vues depuis le début. Il y a la température, les espèces invasives, Oui. le réchauffement de l'eau, etc. Est-ce que vous en voyez d'autres? Notre action à tous, hein, c'est à prendre conscience de notre impact. En fait, on est là pour un petit temps, mais on a un impact énorme. Effectivement, on ne peut pas tous se déplacer en vélo, on ne peut pas tous se déplacer en carriole, à cheval. Voilà, mais réfléchir à nos impacts, ne pas forcément toujours cibler d'autres acteurs. On a tendance à charger un petit peu souvent les industriels, les agriculteurs. Je peux vous dire que travaillant dans l'eau, tout le monde fait des efforts, plus ou moins volontairement, plus ou moins avec de bonne foi, mais et voilà. Et du coup, avant d'aller cracher sur ses voisins, balayons devant notre porte, on a tous des efforts à faire, on a tous un tout petit effort à faire et on y arrivera. Je suis plutôt optimiste de nature, donc voilà. Nous, par exemple, on a pris le choix, nous, les élus, on fait le choix au SR3A de miser sur les jeunes générations et on a un gros axe de développement, de partenariat aussi avec FNE, par exemple, là-dessus, sur de la sensibilisation dans les écoles. Donc, on a des grosses campagnes d'accompagnement sur des animations scolaires avec plusieurs prestataires. Et du coup, on se dit que si les jeunes générations sont sensibilisées, comprennent, on ira plus vite et on fera toujours mieux. Je crois qu'il y a un gros manque de connaissances, en fait. On ne le fait pas tous volontairement, personne n'a envie de détruire la nature, mais on a forcément un manque un besoin d'apprentissage, de connaissances et un partage de connaissances important. D'accord. Du coup, sur les actions, je pense qu'on les a vues, sauf si vous voulez rajouter quelque Il y a chose. juste sur les espèces envahissantes, on a aussi Mm. beaucoup d'espèces végétales. Sur les ripisylves, entre autres, hein, on a de la renouée du Japon, on a du buddleia que j'ai cité tout à l'heure, l'arbre à papillons, mais on en a plein d'autres. On a l'ambroisie dont on parle beaucoup aussi. Et puis on a plusieurs actions au sein du SR3A où on cible particulièrement ces espèces-là. Dans la ripisylve, dans les zones humides, on a du solidage, on n'a pas encore du jussi, et heureusement. Mais voilà, on a plein d'espèces envahissantes. Donc là aussi, prudence sur nos gestes. Les écrevisses sont arrivées par introduction de l'homme, par aquariophilie, par les pratiques de pêche. On parle de la perche soleil. C'était utilisé pour des appâts, pour des carnassiers, entre autres. Voilà, on se retrouve avec des espèces dans nos cours d'eau. Donc là où je dis aussi de prendre conscience de ce qu'on fait, c'est aussi par là, quoi. On veut des fois bien faire, réintroduire des espèces, des écrevisses qu'on a pêchées dans la rivière d'Ain, dans le petit cours d'eau qui passe en bas de chez nous, ça peut nous sembler une bonne idée, mais en fait, ça n'en est pas du tout une. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire appel à nous, on est présent, on est disponible et on le fait avec plaisir.
Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, prenez le temps de réfléchir et appelez-nous et on essaiera de répondre avec vous. On n'a pas la réponse à tout, mais sur les milieux aquatiques, je pense qu'on peut aider largement. Du coup, Clémence, est-ce qu'il y a eu d'autres questions jusqu'ici? Non, pas de questions maintenant. Alors, on va passer à la dernière thématique, la pollution. Est-ce que les rivières du bassin versant du Suran sont polluées et si oui, par quel type de pollution? Alors, sur la pollution, nous, ce n'est pas non plus un enjeu que j'ai sorti parce que sur les 25 dernières années, il y a eu une progression considérable de la qualité. On a été vraiment dans le bon sens. On est passé d'états très dégradés à des qualités d'eau qui sont plutôt bonnes, à très bonnes, notamment grâce à deux volets, mais qui se rassemblent. Les investissements des collectivités sur tout ce qui est système d'assainissement, avec des investissements considérables dans des stations d'épuration, dans des réseaux, avec des rendements de réseau qui sont bons à très bons. Donc ça, c'est le premier point et on ne peut que féliciter les collectivités qui sont sur le territoire parce que vraiment, il y a eu du travail sur les 20 dernières années. Et puis, le deuxième volet, c'est la pollution agricole qui était très présente dans les années, avant les années 90, on va dire. Et pareil, avec un gros investissement, alors là, pour le coup, privé, de systèmes de mise aux normes, donc des stabulations, aussi de tous les plans d'épandage dans les pratiques agricoles. Donc pareil, voilà, on ne peut que féliciter. Alors, c'est un bilan qui est très heureux, on va dire. Après, il reste toujours quelques petits points noirs. On a toujours alors les personnes qui ne veulent pas, voilà, les renégats, on va dire, qui souhaitent pas faire les efforts. Et ça, on peut que le regretter et mettre un peu la pression sur eux. Et les services de police de l'environnement le font, pas quotidiennement, mais en tout cas sont présents sur le terrain. Et puis après, il y a aussi tous individuellement plutôt un système de pollution diffuse, des maisons qui sont soit pas aux normes, donc on a des assainissements non collectifs, des fosses septiques qui dysfonctionnent, on a des branchements qui sont mal faits sur les réseaux et qui engendrent des perturbations, et puis après on a des renouvellements de réseaux qui tardent à venir parce qu'il y a des gros investissements à faire. Donc ça, voilà, il reste encore un peu de travail, mais c'est pas non plus considérable sur le Suran. Là où peut-être qu'on a un effet, la pollution thermique, on y revient, c'est les eaux qu'on rejette dans le Suran qui sont chaudes et dont il faudrait éviter de rejeter, mais voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc peut-être plus de zones tampons, ça c'est peut-être à nous d'accompagner les rejets, ne pas être en rejet direct, mais administrativement, encore une fois, c'est compliqué. Voilà, c'est pas un enjeu, on a toujours quelques petits points noirs, mais on peut que saluer les efforts qui ont été faits sur notre rivière, globalement sur tout le SR3A, et je crois qu'en France, on est plutôt bien loti sur les systèmes d'épuration des eaux, des systèmes collectifs, quoi. Voilà. Donc, les activités qui sont encore un peu polluantes sur le bassin versant, c'est tout ce qui est les pollutions diffuses, que ce soit au niveau des habitants et des agriculteurs, si je comprends bien. C'est même la pollution diffuse, c'est avant tout le domestique. L'agricole, il est plus considéré comme pollution, quoi, si, par ses pratiques, mais sur les bâtiments d'élevage, en tout cas, ils sont tous aux normes ou presque. Mais c'est principalement, là, pour le coup, la population en général qui engendre des pollutions diffuses. Et puis, après, en termes d'activité, c'est nos déplacements, c'est les jours, c'est tout le temps. Je veux dire, on arrive à trouver des taux de HAP, donc d'hydrocarbures sur le Suran, donc sur un bassin versant qui est très vert, très naturel entre guillemets. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous constaterez qu'il est très peu naturel. Mais on arrive à trouver des concentrations d'hydrocarbures qui sont supérieures à la moyenne acceptable. Pourquoi? C'est qu'on est sous des vents dominants et qu'on ait les premières précipitations des vents d'ouest et les nuages sont chargés de particules d'hydrocarbures
elles viennent d'où? Elles viennent de nos déplacements en voiture. Donc ça monte dans le ciel, ça se charge dans les nuages et ça retombe sur les premiers piémonts, donc dans le Suran. Donc là, déjà, nous, en termes de citoyens, on peut aussi faire un effort. Et puis après, en termes de pollution qui est plus difficilement perceptible, c'est l'artificialisation qui est engendrée par les héritages des travaux qu'on a pu faire de partout. Ici, dans l'artificialisation, on entend souvent imperméabilisation, donc on met du goudron un peu partout. Sur le Suran, vous constaterez, pour ceux qui connaissent, qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, à part les routes et les cœurs de village. Mais après, on n'a pas une dynamique, on n'a pas des supermarchés, on n'a pas des grandes usines, on n'a pas voilà, des grandes places très imperméabilisées. Pourtant, on est sur un fonctionnement à peu près similaire en termes de pic de crue. C'est-à-dire que dès qu'il y a une précipitation qui arrive, elle est tout de suite visible dans le Suran qui varie très fortement, donc qui va monter très vite. Cette artificialisation, elle est avant tout due par les systèmes de fossés et de drainage qu'on a pu voir avant. Et ça engendre une pollution, c'est qu'on a un dysfonctionnement, on a un déséquilibre du cours d'eau. Donc c'est une pollution un peu plus large, un peu hors du sens commun qu'on veut bien donner à ce mot, mais ça engendre des perturbations dans l'écosystème, dans l'hydrosystème. Voilà. Donc encore une fois, la pollution, il y a la pollution diffuse et puis il y a de la pollution physique pour laquelle il nous faut encore beaucoup travailler et beaucoup convaincre. Mais on va dans le bon sens. Je peux me permettre d'intervenir parce qu'il y avait il y avait un commentaire sur Facebook qui disait pour protéger les rivières, il faut des sols en bonne santé. Donc peut-être ça rejoint un petit peu aussi la question de l'artificialisation que tu évoques là. Exactement. En fait, l'enjeu il se situe dans le cours d'eau, dans le lit et dans les berges, mais il se situe surtout sur les parcelles riveraines et surtout les espaces, les zones d'expansion de crues, comme je disais tout à l'heure, et les zones humides qui accompagnent la rivière. On parle bien d'un hydrosystème, c'est-à-dire qu'on est dans un système complexe fait de parcelles qui ne sont pas forcément tout le temps en eau, liées au cours d'eau. Et c'est pour ça qu'on travaille sur les trames, sur les cœurs de biodiversité, les passages, les corridors. C'est que pour qu'un cours d'eau soit en bon état, il lui faut une rivière de qualité, mais aussi tous les milieux annexes de très bonne qualité. Et les sols en font partie, évidemment, quoi. Et en premier lieu. Et du coup, quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre? Donc, on a vu, il y a eu les stations d'épuration où il y a eu un gros travail dessus. Est-ce qu'il y a eu d'autres actions qui ont été mises en œuvre et qui sont mises en œuvre aujourd'hui pour atteindre ce bon état? Alors, après, c'est une globalité, hein, mais on est beaucoup sur des travaux de restauration physique du cours d'eau, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de restauration de méandres, de rehausse du fond du lit, de travail sur les zones humides riveraines et puis sur la ripisylve. C'est un ensemble qui fait qu'on arrivera à vraiment inverser la tendance. Donc ça, c'est nos actions au local. Et puis après, plus largement, comme j'ai pu le répéter tout au long de la présentation, c'est un fil continu, mais c'est voilà, dans nos actions, le changement climatique, il est là. Moi, je ne conçois pas les gens je ne sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas le constater, ceux qui sont négationnistes ou en tout cas sceptiques. Voilà, le changement climatique, il est là. Météo France lance des alertes, fait des modèles, fait tourner des modèles. On le constate. Donc, à nous, en tant que citoyens, d'avoir cette petite action. Et puis après, tout ça n'a de sens que si les gens ont pleinement conscience et connaissance des milieux qui les entourent, de l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc, à nous, collectivités, d'apporter ces éléments de connaissance, de sensibilisation et d'accompagner la société dans cet intérêt général, quoi, de prendre conscience de l'enjeu qu'il y a autour de l'eau, des milieux aquatiques. Sans eau, on est la planète bleue, voilà. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, prenons-en soin tout de suite, rapidement, avant d'aller sur un curseur irréversible. Je pense qu'on a encore une capacité de revenir en arrière. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais à mon avis, il faut y aller vite. Du coup,
maintenant, je propose qu'on passe à la dernière question, le rôle du citoyen. Comment, selon toi, le citoyen peut agir face à toutes ces problématiques? Donc, on a vu toutes les problématiques sont liées. Comment le citoyen, à son échelle, peut agir sur ces problématiques? Alors déjà, il y a, je pense, apprendre. Donc, je ne sais pas si, en tout cas, la collectivité a ce rôle de transmettre. Et puis après, chaque citoyen aussi peut être médiateur, hein. C'est aller voir son voisin, lui expliquer peut-être que bah, je sais pas, le désherbant qu'il met dans son jardin, il est peut-être pas nécessaire. Qu'il ait 3 kilos de tomates au lieu de 4, c'est peut-être pas très important. Un maraîcher, c'est différent, mais et encore que je pense que les maraîchers sont peut-être beaucoup moins polluants que tous individuellement dans nos jardins, même si on a la chance d'en avoir un. Voilà, donc on a aussi un rôle de transmettre la bonne parole. On a tous le rôle du colibri qui va apporter sa petite goutte d'eau dans une forêt en feu. Bah, si on fait tous son petit geste, on va y arriver par la convergence. Et surtout, ne pas fermer les yeux ou ne pas aller se parler. On est avant tout un être qui a besoin de l'échange. Et je crois qu'on a beaucoup de mauvaises pratiques par l'absence de connaissances, par le manque ouais, de connaissances. Donc, si quelqu'un voit une mauvaise pratique, c'est aussi informer la personne de pourquoi il fait ça mal et comment il peut faire mieux. Mmh. Voilà. Mais après, voilà, nous, en tant que collectivité, en tant que fonctionnaire, on travaille forcément pour l'intérêt général. Donc, on a ce rôle de citoyenneté pour la citoyenneté. Moi, en tant qu'individu, et là, pour le coup, je n'y répondrai pas puisque j'interviens en tant que citoyen. J'ai mes croyances, j'ai mes pensées, mais je crois qu'on peut tous avoir ce petit geste-là. Voilà, j'ai du mal à conclure là-dessus. Bah, non, mais c'est très bien. Bah, merci Philosophie. beaucoup. J'avais une petite question. Enfin, j'ai eu des questions sur les pollutions en complément, si c'est possible. Oui, pas de souci. Alors, la question des plastiques et microplastiques dans l'eau, est-ce qu'il y en a sur le Suran? Et puis, la question des pollutions azotées liées aux épandages dans les mauvaises périodes. Alors, pour ce qui est des plastiques et microplastiques, moi, je n'ai pas spécialement de données. Plastique, il y en a, c'est certain, et c'est plus par transport, vent ou dévalaison par l'eau. Mais c'est là, on revient au rôle du citoyen, hein, c'est ne pas jeter ou faire attention. Pour l'instant, moi, par exemple, on parle beaucoup des masques, gants, etc. Bon, sur le Suran, on constate pas non plus énormément d'objets flottants. On est plutôt préservé là-dessus. C'est pas le cas de toutes les rivières. Souvent, on voit beaucoup de pollution, en tout cas visuelle, de plastique dans les centres urbains, hein. Dès qu'on a des traversées de villages, on se retrouve avec forcément des flottants. À chaque rue, dès qu'on a un barrage, un embâcle, ben là, on voit qu'effectivement, il y a des transferts de choses qui ne devraient pas être dans un cours d'eau. Mais les microplastiques, j'ai pas vraiment de données fermes sur le Suran. Je sais qu'il y en a sur d'autres cours d'eau, mais pas chez nous. Voilà. Et sur ce qui concerne l'azote, effectivement, on a des périodes où on a des pics d'azote, mais c'est pas non plus, on n'est pas non plus sur de la céréaliculture. Donc on a des épandages. La majorité respecte très très bien les plans d'épandage. Après, on est plutôt sur des problèmes encore une fois, de méconnaissance ou de conscience que de dépendre sur un fossé qui est dans une zone humide assez lointaine d'un cours d'eau va aussi drainer de l'eau de ruissellement qui va se charger et qui va du coup apporter des matières azote ou autres, hein, dans le cours d'eau. Voilà. Donc, on est plutôt préservé là-dessus. On est sur un système d'élevage extensif qui a une tendance à l'intensification sur le comté, hein, actuellement. On en parle beaucoup dans les médias, mais
sur la vallée du Suran, Petite Montagne et Revermont, dans l'Ain, on est, à mon avis, pour l'instant, assez préservé. Je ne dis pas que la situation est idyllique, hein, on a toujours des pratiques un peu marginales et qui sont défavorables, on va dire, mais globalement, moi, je trouve qu'il y a vraiment un effort qui est fait et on va vers le bon, quoi. Du coup, merci Alexandre. On a pu mieux comprendre les problématiques qui touchent le suran et aussi les actions que vous mettez en œuvre pour sa protection et comment le citoyen peut agir pour le protéger. Donc on l'a vu, les rivières ont pour protecteur principal leur syndicat, mais d'autres acteurs participent aussi activement à leur protection. Il y a les fédérations de pêche, les collectivités et intercollectivités. Il y a les citoyens et les associations de défense environnementale, comme nous, France Nature Environnement 1. Donc, j'aimerais pour finir vous présenter le rôle de notre association dans la protection des rivières. Pour commencer, nous avons plusieurs projets qui visent directement à les protéger. Je vais vous en présenter deux qui concernent les zones humides, comme on a pu beaucoup parler de zones humides durant ce webinaire. On a d'abord le projet MARE, où êtes-vous, qui invite tout un chacun à participer à l'inventaire du réseau des mares sur le périmètre de l'ancienne région Rhône-Alpes et au suivi de l'état de santé de ces milieux fragiles. Si ça vous intéresse et que vous voulez vous y participer, vous retrouvez toutes les informations sur le site internet mare-libellule.fr et si vous tapez dans votre moteur de recherche Mare où êtes-vous, vous le trouvez tout de suite. Mais de toute façon, en commentaire et en mail pour les spectateurs Zoom, je vous mettrai tous les liens et puis les coordonnées d'Alexandre pour tout ça. Ensuite, on participe également à un travail régional qui est plus technique sur les mesures compensatoires qui visent les zones humides. Donc, pour expliquer le fonctionnement de ces mesures, à chaque projet de construction qui dépasse un certain seuil et qui implique la destruction d'une zone humide, il doit y avoir nécessairement une déclaration ou une autorisation pour ce projet. Donc, dans cette déclaration ou autorisation, on retrouve alors la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, qui donne une hiérarchie dans les mesures de prévention à mettre en œuvre dans le cadre de ce projet de construction. Donc, en priorité, le projet doit éviter les impacts sur la zone humide. Si l'évitement n'est pas possible, alors il doit réduire les impacts sur cette dernière et si et seulement si, normalement, la réduction et l'évitement ne sont pas possibles, alors des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre pour compenser les impacts sur la zone humide. Mais il y a plusieurs problèmes avec ces mesures compensatoires. D'abord, elles arrivent souvent en premier sans passer par les questions de l'évitement et de la réduction. Et ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une véritable difficulté à compenser ou recréer un milieu qui a été détruit, surtout sur les zones humides. Donc, ce projet régional sur les mesures compensatoires a pour but d'avoir une vision sur le résultat de ces mesures, avec notamment des enquêtes auprès des directions départementales du territoire. Ensuite, FNE1 a un rôle institutionnel dans les PLU notamment, donc les plans locaux d'urbanisme. Ce sont des documents d'urbanisme qui permettent d'avoir une vision globale sur l'urbanisation du territoire d'une commune, d'exprimer un projet urbain et de réglementer l'occupation des sols. Donc dans les PLU, on lutte contre les éventuels projets d'aménagement qui impactent la biodiversité, comme FNE1 dispose d'un moyen d'annuler les autorisations de construction. Mais il y a énormément de PLU sur le territoire de l'Ain et donc on n'est pas assez nombreux pour les suivre tous, même si on essaye d'en suivre un maximum. Et c'est pour ça que si certains d'entre vous sont intéressés et motivés, on vous invite à nous rejoindre. On a toujours besoin de bénévoles et notamment pour nous aider dans le suivi de PLU. Après, sans être bénévole dans une association environnementale, les citoyens peuvent agir vis-à-vis des PLU lors des enquêtes publiques où les habitants concernés peuvent donner leur avis. Alors ensuite, toujours sur notre rôle institutionnel, on est présent dans différentes commissions au sein duquel on peut donner un avis sur les projets d'aménagement qui sont présentés. Donc pour revenir sur les zones humides, on sera toujours très vigilant quand une zone humide est susceptible d'être impactée, en essayant notamment de faire changer le dossier pour une meilleure prise en compte des zones humides. Et si on n'y parvient pas, alors là, ça va être notre rôle juridique qui rentre en action. Et dans ce cas-là, on peut aller en contentieux. Dans ce rôle institutionnel, enfin, on essaye également de s'investir sur le côté gestion quantitative de la ressource en eau, en demandant notamment une place dans le comité sécheresse
et aussi en étant en relation avec la Chambre d'agriculture. Du coup, pour finir sur les actions de FNE1 pour la protection des rivières, on a un dernier rôle qui est le rôle d'éducation. L'éducation des enfants comme celle des citoyens, puisqu'on agit toujours sous cette maxime de connaître, c'est déjà protéger. Donc, c'est dans cette démarche que s'inscrit le Printemps des rivières et qu'on a organisé ce webinaire avec Alexandre. Et dans cette fonction d'éducation, donc on peut agir de façon globale, comme on essaye de le faire avec le Printemps des rivières, mais aussi de façon plus spécifique en agissant plus particulièrement sur les problématiques que nous venons de voir. Donc par exemple, sur les sécheresses, on va partager les informations préfectorales relatives aux restrictions d'eau en période d'alerte qui concernent les habitants, par exemple dans le lavage de voitures. S'agissant des pollutions, on mène un travail de sensibilisation pour ne pas jeter n'importe quoi dans l'eau et ne pas utiliser n'importe quel produit, notamment en relayant la loi zéro phyto pour les particuliers. On sensibilise également sur la mise aux normes des assainissements non collectifs et on promeut l'agriculture biologique. Sur la biodiversité, ensuite, on propose diverses sorties nature destinées aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Actuellement, on a les 1001 pousses des étangs de la Dombe pour découvrir la flore des étangs avec notre naturaliste Hugo Carrillo. Donc, si ça vous intéresse, la prochaine date est prévue pour le 8 septembre. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos dans la rubrique événements de notre page Facebook et sur notre site internet. Donc, je vous mettrai les liens en commentaire. Et ensuite, sur les sorties aussi, en ce moment, on propose avec la ville de Bourg des stages nature à la découverte des animaux sauvages. Donc ça, c'est destiné plutôt aux enfants. C'est prévu du 27 au 31 juillet. Voilà. Ensuite, sur la biodiversité, je tenais aussi à vous parler en ce moment d'un projet qu'on a sur les ripisylves. Donc, on participe à un projet régional lancé il y a 2 ans et financé par l'AERMC, donc on en a parlé tout à l'heure, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui vise à intégrer les enjeux de biodiversité dans la gestion, l'aménagement et la restauration des ripisylves et duquel il sortira un site internet. Et dans ce projet, on mène une enquête participative sur les belles ripisylves et la destruction de ripisylves. Donc, auquel vous pouvez participer à cette enquête. Et si vous le souhaitez, je vous mettrai le lien en commentaire pour faire part de vos observations sur les belles ripisylves et la destruction de ripisylves. Donc, pour finir ce webinaire sur le Suran, qui visait à vous informer sur les problématiques qu'il touche, on vous invite également à suivre nos pages Facebook et Instagram, sur lesquelles on essaye de vous donner toutes les clés possibles pour que vous puissiez agir à votre échelle à la protection des rivières. À commencer par la compréhension de leurs problématiques, mais aussi avec des défis éco-gestes toutes les 2 semaines qui vous informent des gestes à adopter plus spécifiquement sur les atteintes qui touchent nos rivières. Donc, par exemple, pour agir contre les sécheresses, on vous propose de faire des économies d'eau au quotidien, mais aussi de récupérer l'eau de pluie en construisant votre propre récupérateur d'eau de pluie. Aussi, on a lancé un défi Agir pour la biodiversité, avec comme premier défi, aller voir la biodiversité des rivières, donc la faune et la flore, en vous donnant les conseils des bonnes pratiques pour les observer respectueusement. Et en deuxième défi sur la biodiversité, on vous incite à construire des abris pour les riverains, les animaux riverains des rivières. Et on sortira notre troisième défi éco-geste ce vendredi, donc que je vous invite à suivre. Du coup, pour terminer, je tenais à vous remercier tous, donc Alexandre pour ta participation et tes explications, à Cécile et Clémence pour votre participation à ce webinaire, et puis à vous tous de nous avoir écoutés et puis questionnés sur le Suran. Donc pour terminer, j'aimerais te laisser la parole, Clémence, pour le mot de la fin. Merci beaucoup Anaïs pour toute l'organisation de ce webinaire et puis du Printemps des rivières globalement. Hein, on vous invite à participer aux autres actions. Et puis merci beaucoup Alexandre du SR3A et de ce partenariat important qu'on a avec vous. Sur l'éducatif, on l'a dit, c'est important. Donc on est content de pouvoir avoir une action importante auprès des élèves. Et puis, voilà, on a vu que c'était important que les citoyens se mobilisent. Donc, on souhaite que ça puisse à l'avenir se faire. Peut-être le Printemps des rivières 2e édition donnera lieu à des chantiers participatifs avec le SR3A. Voilà, sûrement des choses à inventer. Mais en tout cas, on est content de pouvoir parler des rivières parce que c'est une première contribution pour une prise de conscience et puis un changement face à ces risques et ces enjeux qu'on connaît et qu'on a mieux découvert aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous. Merci à tous les participants pour vos questions diverses. Et puis, voilà, à bientôt à d'autres endroits. Merci. À bientôt. Bonne journée à tous.